savons-nous ce que contient vraiment notre nourriture? Des lasagnes à la viande de cheval? Des steaks frelatés? De l'huile d'olive mensongère? Du thon piqué au nitrite? La liste des produits alimentaires trafiqués est interminable. Tout peut être falsifié. Les produits de base, les plats transformés, jusqu'aux aliments les plus prestigieux. C'est un trafic de plusieurs dizaines de milliards d'euros qui transite à bas bruit à travers nos frontières. Se plonger dans la fraude alimentaire, c'est se lancer à l'assaut d'une terre inconnue. Des lanceurs d'alerte, des industriels floués en dessineront les contours opaques. Des journalistes courageux, des magistrats opiniâtres permettront d'en comprendre les mécanismes. La lutte est engagée contre une véritable criminalité qui va du truand au mafieux. Son issue est incertaine, car ces trafiquants agissent au sein d'un marché complexe et colossal par lequel transitent tous nos aliments. Comment ont-ils étendu leur emprise sur notre nourriture? Des pratiques scandaleuses, longtemps cachées, vont être révélées. Enquête inédite dans le monde des faussaires de l'alimentaire. Un responsable est demandé en caisse 2. Demandez en caisse centrale, s'il vous plaît. Tibi en caisse centrale, merci. À intervalles réguliers, des aliments disparaissent de nos rayons. La plupart du temps, ces retraits ne marquent pas les esprits. Pourtant, ils viennent jeter le doute sur cet élément aussi essentiel que l'air que nous respirons et avec lequel nous entretenons un lien charnel, notre nourriture, à laquelle nous consacrons une grande partie de notre existence. Merci beaucoup, bonne journée madame. Un jour, ce lien a eu le goût de la trahison. C'était à la fin de l'année 2012 en Irlande. Le directeur de l'autorité de surveillance des aliments remarque que le prix du bœuf a chuté. Il ordonne le séquençage ADN de la viande de 27 hamburgers prélevés dans le commerce. Nous avons trouvé un produit contenant environ un tiers d'ADN de cheval, ce qui était une découverte tout simplement incroyable. Nous avons vérifié une première fois, une seconde, puis une troisième fois, car nous avons compris que si nous rendions publique une telle histoire, elle aurait un effet considérable. Il s'agissait au départ de hamburgers, puis de lasagnes, puis de moussaka, de raviolis. Des tests systématiques effectués au printemps 2013 révèlent de la viande de cheval, là où on ne l'attendait pas. À l'époque, nous pensions que c'était un problème irlandais, mais ça s'est avéré être un problème mondial. Et des produits ont été retirés des rayons dans des endroits comme Singapour, Hong Kong et certains pays des Caraïbes. Donc en réalité, nous étions face à une fraude massive. Une fraude au cœur de la viande hachée. Le produit carné le plus répandu, notamment dans les plats préparés industriels. Cette adultération aurait pu, comme tant d'autres, passer inaperçue. Mais les autorités irlandaises ont joué la carte de la transparence. Leurs révélations ont soulevé une vague d'indignation sans précédent. Ingrid Kragel a démarré sa carrière d'enquêtrice avec cette affaire. Elle milite au sein de Foodwatch, une association européenne de défense des consommateurs. L'Irlande, elle a balancé toutes les infos. Elle balance tout. Elle balance les noms des marques, elle balance les lieux des points de vente. Elle demande aussi à l'industrie de faire des tests, toute l'industrie de la viande, des milliers de tests. Et étonnamment, elle met tous les tests en ligne. Toutes les informations sont disponibles et ça, c'était quand même exceptionnel. Cette substitution d'ingrédients concernait 4,5 millions de plats cuisinés,
distribués par les plus grandes marques dans toute l'Europe. Qui a été capable de monter une telle opération? Une vaste enquête démarre. Un faisceau d'indices converge vers les Pays-Bas et mobilise la police des fraudes néerlandaise. Où était la source? C'était la grande question. Qui a mis la viande de cheval dans les produits à base de bœuf? Karen Gusso dirige une unité qui dispose des mêmes pouvoirs d'investigation qu'une brigade des stupes. 17 enquêteurs et des analystes financiers sont chargés de traquer les fraudeurs. La principale chose que nous faisons lorsque nous menons une enquête criminelle, c'est de reconstituer les flux d'argent et de marchandises et de les relier entre eux. Les policiers hollandais explorent les circuits opaques de la viande hachée. Ils identifient d'abord les industriels, ceux qui confectionnent les plats à base de bœuf. Derrière ces industriels, ils localisent plusieurs grossistes. Ces grossistes travaillent avec des traders, des spécialistes des marchés qui achètent et revendent en ligne par centaines de milliers de tonnes. La filière était très opaque parce qu'il y avait derrière des traders. Et il est très difficile pour les autorités de mettre la main sur des traders qui n'ont parfois pas de siège en Europe. D'ailleurs, les responsables de l'époque parlent d'une véritable plongée dans la comptabilité. Ça a été très très complexe pour eux. La police identifie cependant un trader hollandais du marché de la viande, Jan Fassen. Jan Fassen est en fait quelqu'un que nous connaissons depuis longtemps. Il a attiré notre attention pour la première fois en 2008, lorsque nous l'avons arrêté pour les mêmes faits. Nous espérions l'effrayer, mais en 2013, nous avons découvert qu'il avait continué son activité. Pour brouiller les pistes, Jan Fassen a changé de pays. Il s'est installé en Belgique, où il s'est associé entre autres avec le propriétaire de cet entrepôt. Ils y stockaient de la viande de cheval congelée, laquelle coûtait 2 fois moins cher que celle de bœuf. 2 € le kilo au lieu de 4. Ses gains étaient estimés à 20 millions d'euros par an. Jan Fassen a loué un bureau dans un grand complexe d'entrepôts frigorifiques. Il avait un employé qui changeait les étiquettes tous les jours. Il avait des entreprises à Chypre et dans d'autres pays. Il a monté tout un business. C'était son travail quotidien. Un travail qui n'avait rien de facile. Jan Fassen était à la tête d'un réseau tentaculaire. Sa société était enregistrée à Chypre et importait du cheval du Canada et de Roumanie. Puis cette viande était revendue à ses complices, des grossistes. Les 2 principaux étaient implantés en Belgique et en France. C'est chez eux que s'opérait la tricherie. Le cheval était transformé en bœuf par la magie d'une étiquette. Les grossistes expédiaient la fausse viande hachée au Luxembourg à un préparateur de plats cuisinés. Ces aliments frelatés ont été distribués à des centaines de supermarchés. Il y avait la responsabilité de ceux qui l'achetaient à des prix ridicules, de ceux qui l'utilisaient. Mais personne, en tout cas c'est ce qu'ils prétendent, n'a vérifié l'ADN de la viande. Et donc dans des quantités phénoménales comme ça, avec autant d'opérateurs économiques, c'est quand même étonnant. Ce déni collectif a mis en colère un homme qui était au cœur de cette industrie. Christophe Brusset travaillait depuis 20 ans comme trader au sein de grands groupes agroalimentaires. Tout ce que j'entendais, c'était soit des industriels ou leurs représentants qui disaient « Mais non, c'est un cas isolé, chez nous, on a la meilleure industrie alimentaire du monde, c'est fini, c'était avant, maintenant c'est clean. » Mais je connaissais évidemment les pratiques du milieu. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit « Bon, ce serait quand même pas mal que quelqu'un en parle. » Et là, j'ai commencé à parler, oui. Parce que j'attendais que quelqu'un d'autre le fasse et personne ne le faisait. Si Christophe Brusset a décidé de briser la loi du silence, c'est qu'il a lui-même fraudé. Oui, j'ai dû acheter des produits que normalement j'aurais pas achetés, oui. Parce qu'on me le demandait, parce que... déjà, j'avais pas le choix. Donc, quand on est employé, en général, on fait ce qu'on son patron demande. Donc moi, on me demandait d'acheter des produits qui étaient de mauvaise qualité, donc j'étais contraint de le faire. Il y avait une fraude généralisée, oui. Sur un produit, sur plusieurs produits, oui. Sur le miel, sur le poivre, sur le cumin, sur le paprika, sur plein de produits. Le lanceur d'alerte dévoile en 2013
des pratiques frauduleuses généralisées dans le monde de l'agroalimentaire. Il faut bien comprendre que ce n'est pas un acheteur tout seul qui décide de frauder, par exemple. C'est un environnement. À la fois sa structure à lui, qui décide de frauder, à la fois ses fournisseurs, qui lui proposent des produits pour frauder, et à la fois des clients qui acceptent de recevoir des produits à des prix qui ne sont pas normaux. Moi qui viens du milieu, qui travaille dans l'agroalimentaire depuis 25 ans, je me dis oui, mais il y a quand même des choses qui ne vont pas. Les révélations de Christophe Brusset ne provoquent pas le séisme auquel il s'attendait chez les industriels. Pendant des années, En revanche, son indignation et celle de millions de citoyens à travers l'Europe va contraindre les autorités européennes à réagir. C'est ici, à Bruxelles, que s'écrivent les grandes règles concernant l'alimentation. À charge ensuite pour les États de les mettre en application. Pour Éric Marin, un fonctionnaire de la Commission européenne, le Horsegate, le scandale de la viande de cheval, a marqué un tournant. L'emballement médiatique a fait que c'est devenu une crise et qu'il a fallu gérer cette crise. Éric Marin était fier du système de surveillance sanitaire européen. Il découvre que l'Europe n'est pas équipée pour faire face à ce nouveau phénomène qui gangrène notre alimentation. Ici, on s'est dit, mais tout le système qu'on a bâti pendant des années, parce qu'on a construit, la chaîne alimentaire est une des plus sûres au monde en Europe. On a bâti tout un système qui était lié comment détecter les problèmes de santé publique. Et là, quelque part, on se retrouvait complètement désarmé face à quelque chose qui est moins contrôlé dans les entreprises. Et il y a une prise de conscience générale qu'il fallait faire quelque chose, non plus simplement pour détecter les problèmes de santé publique, mais détecter les suspicions de fraude. Bonjour tout le monde. Le Food Fraud Network a été créé pour ça. Des fonctionnaires européens se bagarrent toute l'année pour dépister et traquer les aliments volontairement frelatés. Toutes les altérations accidentelles sont écartées, pour ne retenir que les cas de manipulation intentionnelle. Très clair, Carla. Bon, ça c'est vraiment de la fraude, hein, donc on les met dans notre rapport semanal pour les États membres. On est passé ici à la création d'un réseau européen avec des points de contact dans chaque État membre où on pouvait échanger des informations confidentielles, sensibles, en toute confiance, pour pouvoir agir et coopérer entre les États membres. Et ça, c'était déjà une première révolution. Encore faut-il, pour cela, que les 27 États européens soient irréprochables. Ce qui n'est pas toujours le cas, comme le démontre cette nouvelle affaire incriminant de la viande de bœuf. Elle surgit en 2019, 6 ans après le Horsegate. Le scandale est d'autant plus violent que l'État français se retrouve au cœur de la tourmente. Car la fraude concerne cette fois une commande publique de 1500 tonnes de steak haché destinées à être distribuées aux associations caritatives. Ce sont elles qui donnent l'alerte en découvrant la couleur blanchâtre de ces steaks en provenance de Pologne. Pourquoi le gouvernement français a-t-il choisi des fournisseurs polonais ? Pour moi, c'est assez difficile à comprendre parce qu'on est un des pays avec la plus belle industrie agricole, avec probablement les meilleurs produits au monde. Donc on a y acheté du steak à l'autre bout de l'Europe, dans des pays où on sait très bien, enfin, la réputation de la Pologne en termes de qualité alimentaire est exécrable, extrêmement mauvaise. Les acheteurs européens sont devenus accros au bœuf polonais. Les fournisseurs cassent les prix, notamment grâce au coût de la main-d'œuvre très concurrentielle. La Pologne s'est hissée dans les premiers rangs mondiaux pour la production de viande, un secteur qui en 2017 pesait près de 6 milliards d'euros. C'est devenu un acteur économique sur le secteur de la viande absolument incontournable. Tout le monde se fournit là-bas. On a vu cette explosion en fait, du marché, du commerce. Il y a eu énormément d'investissements. Le véritable problème, c'est que les contrôles n'ont pas suivi. Les associations caritatives ont fait analyser les steaks polonais qui leur ont été livrés. Les résultats que nous nous sommes procurés confirment tous leurs soupçons. Alors on trouve du tissu osseux, on trouve du tissu conjonctif, des glandes, des muqueuses, des tissus lymphoïdes,
Donc en fait, voilà, ça a été remplacé par tous les sous-produits possibles et tous les déchets d'abattoirs qu'on peut trouver. Voilà. C'est assez peu ragoûtant. Donc voilà. Donc en termes de protéines, non seulement on n'est pas suffisamment haut, mais en plus, pour faire monter le taux de protéines, on a mis des protéines végétales. Donc il y a quasiment, oui, il y a très peu de viande en fait dans ce produit. La viande de bœuf a été remplacée par des sous-produits. La substitution est d'autant plus choquante que les steaks étaient destinés à des personnes démunies. Mais comment identifier les responsables? Le réseau européen Food Fraud Network n'a pas de pouvoir d'investigation. Il est très clair que la Commission n'a aucun pouvoir de police. Ça relève vraiment des États membres, et c'est eux qui font les enquêtes, ils échangent les informations, et l'enquête est déclenchée dans le pays qui reçoit cette information. C'est donc la Pologne qui doit prendre le relais. Les services vétérinaires polonais déclenchent une série de contrôles chez le fabricant, l'entreprise Biernacki. C'est l'un des nouveaux géants de la viande de bœuf. Il est soumis aux mêmes obligations réglementaires que dans le reste de l'Europe. Quand l'usine a fabriqué ces steaks, elle a congelé des échantillons de contrôle en cas de problème. Nous sommes allés les chercher et les avons envoyés en analyse. Tous les résultats ont bien sûr été communiqués via le réseau européen aux autorités françaises. Les contrôles établis dans cette entreprise n'ont pas confirmé cette falsification. Nous avons donc mis fin à cette affaire. En résumé, circuler, il n'y a rien à voir. Nous avons tenté d'interroger les responsables de l'entreprise polonaise, mais nous avons essuyé plusieurs refus. Mais au même moment, une autre affaire, sur laquelle 2 journalistes d'investigation polonais travaillaient depuis 6 mois, va relancer les soupçons sur toute la filière bovine du pays. L'un d'eux, Patrick Szczepaniak, a réussi à se faire embaucher dans un petit abattoir de campagne. On a eu un tuyau qui nous signalait que des choses illégales se déroulaient dans un des abattoirs du pays. Nous avions déjà eu connaissance de problèmes semblables dans d'autres abattoirs, mais cette fois-ci, nous en avions la certitude. L'abattoir lui-même se trouve au milieu de nulle part. Il est donc impossible d'y jeter un coup d'œil sans attirer l'attention. J'ai modifié mon apparence et mon comportement, et j'ai passé un entretien d'embauche dans cet abattoir. Ça peut paraître ridicule, mais j'ai eu le poste. Et le jour suivant, j'ai commencé à y travailler. Les premiers camions de vaches malades ou mortes sont apparus. Quelques-unes avaient des chairs pourries, d'autres de l'écume blanche qui sortait de la bouche. Bien sûr, il n'y avait pas de vétérinaire. Le vétérinaire arrivait tôt le matin pour compter les têtes de bétail abattues, mais ne vérifiait jamais la viande. Il se comportait comme si toute cette viande bovine était apparue par magie au milieu de la nuit. Diffusée à la télévision, leur enquête a déclenché une crise politique. Je suis Thomas Patora de la télévision. Dites-nous un peu ce que vous faites ici. Car les journalistes ont ensuite démontré que d'autres abattoirs dans le pays avaient les mêmes pratiques. Ils achetaient à prix cassé des vaches destinées à l'équarrissage et revendaient la viande au prix normal. Ça a eu un fort retentissement, et le ministère de l'Agriculture a dû prendre des mesures. Il a ordonné un plan de contrôle massif de chaque abattoir de Pologne. Il y en a environ 400. Mais les abattoirs inspectés en étaient informés une semaine à l'avance. Il n'y a donc jamais eu d'effet de surprise. J'ai parlé avec plusieurs anciens ministres de l'Agriculture et députés qui m'ont dit que tout le monde savait ce qui se passait, mais ne faisait rien pour changer quoi que ce soit, parce que ce système générait d'énormes profits.
de la viande impropre à la consommation est entrée dans la chaîne alimentaire par un maillon faible, les abattoirs. Puis s'est répandue dans tout le circuit de commercialisation. La viande de l'abattoir où je travaillais était vendue dans 14 pays. La France, l'Allemagne, la République tchèque, l'Arabie saoudite, la Turquie. La fraude a provoqué une crise diplomatique à l'échelle européenne. Des inspecteurs envoyés par Bruxelles ont alors audité toute la filière de la viande bovine polonaise. Leur rapport a confirmé de nombreuses lacunes dans les procédures sanitaires et la traçabilité. Ils fournissent toute l'Europe à des prix défiant toute concurrence. Et donc, on a un souci. Cette viande, potentiellement, part sur les marchés sans qu'elle ait été correctement contrôlée. Ils n'ont pas modifié la loi, donc ces pratiques ont toujours cours. Comment lutter efficacement contre la fraude alimentaire quand un État comme la Pologne ne joue pas le jeu? Les administrations vont effectivement donner plus ou moins d'attention à la fraude alimentaire. Alors, est-ce qu'on peut parler de bons et de mauvais élèves? Vous savez, chaque administration fait avec son passif, avec son passé et avec ses moyens. Hein, il faut en être conscient. Un pays se targue d'être à l'avant-garde de la lutte contre les fraudes. C'est l'Italie. C'est le premier pays d'Europe à avoir mis en place des mesures de détection, et pourtant, il est submergé par les fraudes. L'assaut est à la hauteur du succès de la cuisine italienne, de l'attrait qu'exerce chacun de ses produits dans le monde entier. Le parmesan en général, le jambon de Parme, le vinaigre balsamique, l'huile extra vierge. En fait, les produits les plus importants sont contrefaits. Ça détériore le marché et ça détériore l'image des produits italiens. Ludovico Vaccaro est l'un des rares magistrats italiens spécialisés dans les affaires criminelles qui touchent l'alimentaire. Quand j'étais jeune substitut du procureur, je m'occupais déjà de ce genre d'affaires. Et je me souviens de ce type avec sa fourgonnette qui vendait de l'huile frelatée dans plusieurs régions d'Italie. Mais il faisait ça à un niveau, avec un chiffre d'affaires modeste. Tandis qu'aujourd'hui, c'est devenu une véritable industrie. La fraude alimentaire frappe tous les produits italiens. Comment les autorités italiennes peuvent-elles faire barrage? Une unité spéciale a été créée pour sauver le patrimoine gastronomique national. Ces efforts portent sur un produit alimentaire en particulier. 9 Italiens sur 10 en consomment et la demande est en train d'exploser. L'huile d'olive extra vierge italienne est numéro 1 sur le marché mondial. Ce trésor rapporte chaque année à l'État italien 1,2 milliard d'euros. Ce produit ne se trouve pas en Italie, il est à l'étranger. Les faussaires empruntent le nom de véritables entreprises pour commercialiser leurs copies frelatées. Les contrôleurs italiens ont les moyens d'exiger que les plateformes de vente en ligne retirent immédiatement les annonces frauduleuses. Un système de contrôle assez strict a été mis en place. Il est beaucoup plus rigoureux que dans d'autres pays. C'est aussi parce que l'huile d'olive extra vierge est un produit sur la protection duquel le ministère de l'Agriculture a beaucoup misé. Pour évaluer l'efficacité de ce dispositif, il faut se plonger dans la filière, en partant des oliviers. L'Italie est une terre de production ancestrale, et une région l'est plus que toute autre, c'est la Toscane. Dans le village qui a vu naître Léonard de Vinci, Luigi perpétue la tradition de l'huile d'olive extra vierge italienne. Il est confronté à des baisses de rendement dramatiques.
Cette année, dès juillet, il n'y avait plus d'huile à la vente. Parce que quand j'ai écoulé toute mon huile biologique, j'en vends plus. S'il n'y en a plus, j'en vends plus, un point c'est tout. Le réchauffement climatique, la prolifération d'insectes mettent à mal la production nationale. Et pourtant, Luigi constate que les grandes marques approvisionnent toute l'année les supermarchés d'Italie et d'Europe avec des huiles d'olive extra vierges vendues à des prix cassés. Voilà ce qui se passe. Il y a des entreprises productrices d'huile d'olive de grande taille. Bon, les noms, je ne peux pas te les donner. Elles importent des olives. Et ça se retrouve dans les chaînes de supermarchés qui vendent les bidons de 5 litres 16 €. C'est une honte. C'est de l'huile merdique. De l'huile de merde. Ces gros industriels, pour alimenter le marché mondial, ne se contentent pas, comme Luigi, de récolter, de presser et de produire sur place. Ils élaborent, assemblent, parfument. Leur huile est le fruit de mélanges complexes dans lesquels entre une grande part d'huile importée. Et c'est par ce biais que la fraude s'engouffre. Le port de Livourne est le principal lieu de débarquement des marchandises pour la Toscane. Le dispositif spécial mis en place par la répression des fraudes italiennes commence ici. Chaque jour, un navire décharge sa cargaison d'huile d'olive extra vierge. Les industriels font venir le précieux liquide de tout le bassin méditerranéen. On va contrôler quelques fournisseurs espagnols et on verra bien le résultat. Ces importations seront mélangées à la production nationale et vendues comme huile d'olive extra vierge italienne. C'est légal à une condition, que tous les critères de l'extra vierge soient remplis. C'est intéressant pour nous. Oui, c'est une huile qui est déjà un peu vieille. Les contrôleurs italiens traquent l'huile étrangère importée de mauvaise qualité, trop acide, pas assez fruitée. La tricherie est facile. Si elle est découverte, il suffit d'enregistrer l'huile dans une catégorie inférieure en expliquant qu'une erreur s'est glissée dans les documents. Il arrive assez souvent que l'huile soit déclassée par son acheteur pendant qu'on fait notre prélèvement. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que l'entreprise savait très bien que son huile n'était pas bonne. Mais elle se dit, on va essayer et on verra bien. S'il n'y a pas de contrôle, tant mieux. Et s'il y en a un, elle déclasse son produit. Il n'est plus extra vierge avant même de partir en analyse. Les contrôles aléatoires sur le port sont donc d'une efficacité très limitée. C'est pourquoi les agents de la répression des fraudes ont déployé leurs efforts sur un autre maillon de la chaîne de fabrication. À quelques kilomètres de là, un producteur a accepté que nous suivions ce dispositif de surveillance unique en Europe. Bonjour. Nous sommes là pour un contrôle. Un système informatique permet aux contrôleurs de suivre en temps réel tous les producteurs d'huile d'olive extra vierge. Chaque livraison doit être déclarée. Ici, vous avez l'huile de cette année. Elle n'est pas renseignée? Non, pas encore. Elle ne figure pas dans notre registre parce qu'on a remarqué qu'il n'y avait pas de livraison, à moins qu'elle vienne d'ailleurs. Elle est arrivée ce matin. Parfait. Avant de déclencher un contrôle, l'inspecteur sait exactement ce qu'il doit trouver dans les cuves. Les quantités, les huiles produites sur place, les huiles importées. Tout doit être consigné par le producteur. Cette surveillance pointilleuse revient à une mise sous tutelle administrative de toute la production d'huile d'olive italienne. Je vais avoir besoin de 5 bidons pour l'analyse. Essayons de les prendre au hasard. Alors que tout semble en règle chez ce producteur,
Des échantillons vont être prélevés au hasard et envoyés en analyse. C'est le seul moyen de s'assurer de l'authenticité de l'huile extra vierge. C'est une garantie pour nous qui travaillons et voulons produire une huile d'olive de qualité. Donc les contrôles sont les bienvenus, et même qu'ils soient encore plus stricts, plus sévères. Y a-t-il 2 poids, 2 mesures entre les petits fabricants et les gros industriels? C'est ce qui se murmure parmi les producteurs. Les autorités italiennes auraient tendance à épargner les acteurs principaux du marché. Et pourtant, la qualité de leur huile est régulièrement remise en cause par des organismes indépendants. En mai 2021, Salvagente, un magazine italien de protection des consommateurs, a passé au banc d'essai 15 bouteilles d'huile de grande marque. Elles ont été envoyées en analyse dans des laboratoires publics. Résultat, 7 bouteilles sur 15 n'étaient pas extra vierges. Il y a une surveillance renforcée sur l'huile d'olive comme sur beaucoup d'autres produits italiens ces dernières années. Mais les contrôles ne sont pas encore suffisants pour éviter les arnaques. Des industriels qui s'affranchissent ouvertement des règles. C'est presque un encouragement pour les criminels. Plus au sud, dans les Pouilles, se situe la plus grande zone de production intensive d'huile d'olive. C'est dans cette immensité que des trafiquants ont mis au point l'une des fraudes les plus audacieuses de ces dernières années. Ludovico Vaccaro a été mis sur leur piste par un coup de chance. Nom de code, Opération Or Jaune. Cette affaire est née quasiment par hasard. On nous a rapporté que des bouteilles d'huile d'olive extra vierge étaient vendues à 3 €, 3,50 €. De nos jours, elle revient plus cher que ça à produire pour les paysans. Donc on a soupçonné immédiatement qu'il ne s'agissait pas d'huile extra vierge. Envoyées en analyse par les enquêteurs, ces bouteilles se sont avérées contenir de l'huile de colza. Mais à ce stade, Ludovico Vaccaro ne se doute pas encore de la taille du trafic. Sur toutes les bouteilles, à la fois les bouteilles d'1 litre et les plus petites pour les restaurants, l'étiquette mentionnait des pressoirs fantômes. C'est-à-dire que non seulement les bâtiments n'existaient pas, mais la rue ou le village indiqué n'existait pas non plus. C'était des entreprises fantômes. Nous avons placé des micros pour les mettre sur écoute. Nous avons surveillé les mails. Nous avons épluché tout leur patrimoine, mis des GPS pour suivre leurs camions. Nous avons fait des filatures. En somme, c'était une enquête très complexe qui a duré 2 ans. Des méthodes comparables à celles utilisées contre la mafia. Dans ce cas précis, il s'agissait de toute une organisation clandestine composée de 34 personnes. Ici, on voit l'arrivée de l'huile en vrac, à peine débarquée en Italie, qui va être entreposée ici. Elle était importée par bateau-citerne de différentes parties du monde. Là, on voit les camions qui partent pour l'Allemagne. Il faut savoir qu'un camion comme celui-là a une capacité de plus de 20 000 litres. Regardez ces machines sophistiquées pour la mise en bouteille, celle-ci pour l'étiquetage. C'était une véritable industrie. Un réseau parfaitement structuré contournait le système de surveillance alimentaire italien. Les transporteurs importaient l'huile de colza le plus souvent de Turquie, de préférence périmée, à partir du port le plus proche, celui d'Ancône. Le chef de réseau dirigeait les opérations de métamorphose de l'huile de colza en fausse huile d'olive dans l'atelier clandestin. Les revendeurs la prenaient ensuite en charge et sillonnaient les routes pour la revendre à des restaurants italiens, mais aussi suisses et allemands. Certains d'entre eux étaient prestigieux et même fréquentés par la chancelière allemande ou le président italien.
Regardez, ça c'est la chlorophylle, ce que vous voyez, ce vert intense. Il suffisait d'en mettre quelques gouttes pour donner à l'huile de colza, qui est plus claire, la couleur verte typique de l'huile d'olive. Et en ajoutant un peu de bêta-carotène, qui a un peu la même odeur, l'effet recherché était de donner un parfum qui s'approche de celui de l'huile d'olive. Il n'y avait pas l'ombre d'une olive. Même pas une toute petite partie. C'était de l'huile 100% sans olive. Dans les écoutes, les trafiquants se frottent les mains. Contrefaire l'huile d'olive, c'est tellement facile et ça rapporte gros. Faisons un peu de calcul. L'huile de colza arrivait par bateau en Italie. Avec le coût du transport, elle revenait à 70-80 centimes le litre, maximum. Puis elle était transportée dans le village. Là, elle était adultérée. Son prix de revient final, 1,10 €, 1,20 € maximum. Mise en vente par les membres de l'association de malfaiteurs à 3 €, 3,50 €, ça représente déjà un énorme gain. Mais à leur tour, ces intermédiaires qui faisaient partie de la combine la revendaient à un prix encore plus élevé, entre 5 et 10 €. En 2 ans, les fraudeurs ont encaissé 7 millions d'euros. Un des suspects avait déjà été arrêté et jugé pour fraude alimentaire, en tout une dizaine de fois. C'est une affaire qui dure maintenant depuis une trentaine d'années. L'impunité semble régner dans les dossiers de fraude alimentaire. Les sanctions pénales qu'encourent les personnes mises en examen dans ce genre d'affaires ne seraient pas suffisamment dissuasives. Les peines encourues sont légères, ce sont des condamnations qui vont jusqu'à 2 ou 3 ans de prison. Mais dans la pratique, elles peuvent être beaucoup plus réduites. Vous avez beaucoup moins de risques en termes de sanctions judiciaires que si vous avez trafiqué sur de la drogue, des armes ou autre chose. Donc, forcément, c'est un secteur qui attire les fraudeurs. Rien d'étonnant dans ces conditions à ce que les mafias italiennes se soient penchées sur ces nouveaux trafics. Désormais, les brigades antimafia découvrent de la falsification alimentaire parmi d'autres activités clandestines comme les armes ou la drogue. En 2017, à l'occasion de l'arrestation de l'un des plus puissants clans de Calabre, les policiers italiens ont mis la main sur une fausse huile d'olive fabriquée à partir de lubrifiants industriels et exportée aux États-Unis. La mafia et les organisations criminelles en général vont toujours dans la même direction, là où il y a du business et de l'argent à se faire. Vous avez des entreprises qui sont mafieuses, mais elles ne vous le disent pas, quoi. Vous ne le savez pas. Vous avez des belles entreprises qui sont détenues en partie par la mafia, mais ils ne vont pas vous le dire, nous c'est la mafia, bienvenue chez nous. La mafia a infiltré des marchés de gros et des chaînes de supermarchés de grands groupes européens. Jusqu'où étend-elle son emprise ? On voit la mafia évoluer vers des formes de criminalité plus sophistiquées. Elle ne se contente plus d'extorquer de l'argent aux commerçants ou aux chefs d'entreprise. Ce sont les criminels eux-mêmes qui deviennent entrepreneurs. C'est un saut qualitatif. Le secteur agroalimentaire et les milliards qu'il brasse exercent un attrait irrésistible sur les trafiquants de toute espèce. Et on ne connaît sans doute que la partie émergée de ce monde opaque. Car une partie toujours plus importante de notre nourriture provient d'autres continents. Sous les effets de la mondialisation, toutes les filières de l'agroalimentaire font venir des aliments à des prix plus compétitifs pour des montants toujours plus élevés. Souvent, les produits qu'on achète, nous, en tant qu'acheteurs ou traders, on ne les voit pas. Donc pour nous, c'est juste un nom, une ligne de code sur un écran ou un cahier des charges. La mondialisation, elle augmente le risque de fraude parce qu'on perd le contrôle de la longueur des chaînes, des intervenants, tout le long de la chaîne d'approvisionnement. Un aliment en particulier fait l'objet de trafics internationaux. Il est synonyme d'une alimentation saine et pourtant, c'est l'une des denrées les plus frelatées.
La mainmise des fraudeurs s'est accélérée depuis que le poisson n'est plus pêché dans les zones côtières, mais dans des mers lointaines. Le thon, en particulier, a déchaîné l'imagination des fraudeurs. Pour répondre à la demande croissante de consommation de thon cru, un marché très spécialisé, tenu par 200 professionnels des produits de la mer, s'est développé en Europe. Ce poisson est pêché dans le Pacifique ou l'océan Indien, puis congelé rapidement à moins 18 degrés. Sa chair rouge est très prisée. Elle coûte cher. L'apparition de thon cru à prix cassé va donner l'alerte. En 2015, une dizaine d'industriels, des Français, des Allemands, des Italiens, réalisent que leur secteur d'activité est menacé. L'un d'eux a accepté de témoigner, mais à visage caché. Un professionnel ne peut pas croire qu'un produit est à moitié prix sans qu'il y ait un souci. C'est totalement impossible. Alors, ces industriels de la mer vont mener discrètement leur propre enquête. En cherchant à comprendre, on s'est rendu compte qu'il y avait, comme c'est assez souvent le cas maintenant, un ajout d'eau pour faire baisser le prix de revient. Le but de l'ajout d'eau, c'est la compétitivité. Une grosse partie des filets de poisson surgelés, voire même frais, sont souvent injectés au saumure. Donc vous avez dans le produit une injection sous pression de saumure avec des polyphosphates, avec des éléments qui permettent de conserver l'eau à l'intérieur. Des pratiques illégales, en provenance d'Indonésie, du Vietnam, de Chine. Gorger d'eau ainsi les poissons permet d'accroître leur poids et de les vendre plus cher. Une technique de fraude très répandue. Mais il y a beaucoup plus grave dans le cas du thon. On s'est rendu compte qu'il y avait surtout un changement radical de matière première. La qualité n'avait rien à voir avec la qualité perceptible par le consommateur. Et cette différence, elle est générée par des traitements chimiques. Cette découverte, ils l'ont filmée discrètement lors d'une visite chez un concurrent espagnol. Ils s'aperçoivent ce jour-là de l'existence de curieuses machines, au travers desquelles défilent les longes de thon de couleur marron. Les bouchers charcutiers ont le droit de les utiliser. Elles servent à injecter des nitrites, un conservateur qui donne l'éclat et la couleur rose des jambons, mais dont l'usage est de plus en plus décrié. Immédiatement, les industriels comprennent que leurs concurrents ont trouvé un subterfuge inquiétant pour faire rougir le thon. Le thon a une particularité, c'est que le consommateur juge sa valeur par sa couleur. Donc s'il est rouge, il vaut plus cher, s'il est marron, il vaut pas cher. Et là, en l'occurrence, c'est un produit marron bas de gamme qui a été transformé en un produit rouge pour pouvoir le vendre comme un haut de gamme. Nous avons reproduit ce traitement chimique en laboratoire. L'injection de nitrite va permettre à la chair oxydée de reprendre des couleurs en quelques heures. Ce thon recoloré, qu'on peut prendre pour du thon frais, est susceptible de déclencher des intoxications et des chocs allergiques. Si on met sur le marché des produits qui sont, pas bons, qui font pas plaisir au consommateur, il va s'en détourner. La deuxième chose, c'est que s'ils sont pas bons pour sa santé, un jour on risque un clash médiatique qui peut tuer un marché. Le groupe d'industriels dissidents, poussé par la peur du scandale, décide de tout mettre sur la table. Dans un premier temps, on est allé voir les autorités françaises. Les autorités françaises nous ont dit soit, mais on ne sait pas quoi faire et puis de toute façon on n'a pas assez de moyens, donc c'est pas à nous de nous en occuper. Donc on s'est adressé à la communauté européenne. Eux, ils avaient la certitude que c'était de la fraude. Effectivement, ça nous a paru tout de suite très sérieux. Très complexe, mais très sérieux. En 2016, une perquisition de la police espagnole démontre que les lanceurs d'alerte ne se sont pas trompés. Au sol, des thons pêchés au Salvador, au Panama, dont la chair marron indique qu'ils ne devraient plus être consommés crus. On retrouvera aussi les machines à injection et des doses en quantité élevée de nitrite.
Malgré toutes ces preuves, les industriels espagnols incriminés se défendent. Vous avez des industries qui viennent avec des juristes et qui vont dire que ce qu'ils font est légal. Et donc il y a une pression qui s'établit sur les autorités compétentes. Donc les autorités compétentes, avec le soutien juridique de la Commission, ont établi que les industries, celles-ci espagnoles, donc, utilisaient ces produits à tort et donc leur ont interdit de les utiliser. Et pourtant, la fraude a continué. En 2017, on dénombrait en Europe 454 cas d'intoxication dus au thon piqué au nitrite. C'est une manipulation dangereuse pour la santé. La Commission européenne se devait de réagir. 80% du secteur qui fournissait ce thon frais était affecté. Donc ça voulait dire qu'on avait quasiment tout le marché européen qui était affecté par cette fraude. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'on a monté ces opérations, cette fois-ci, dans le cadre d'Europol. Europol, l'agence européenne de lutte contre la criminalité, parvient à mobiliser les polices de 11 pays différents. Cette opération a permis le démantèlement en 2018 de l'un des plus vastes trafics alimentaires. À la clé, des saisies records de 131 tonnes de thon. Ça a été la première collaboration sur un sujet européen et ça a été un franc succès. C'est l'un des plus importants trafics démantelés à ce jour. 79 criminels sont arrêtés dans toute l'Europe dans plusieurs ateliers clandestins, notamment en Espagne, mais aussi en France, en Italie et à Malte. Grâce à la mise sur écoute du réseau, les enquêteurs ont appris que les quantités de nitrite employées étaient telles que les fraudeurs se plaignaient d'être pris de violentes démangeaisons en les manipulant. Les gains estimés défient l'imagination. Jusqu'à 12 millions d'euros de bénéfices par an. Une fraude incroyablement lucrative et qui n'a pas pris fin avec le démantèlement spectaculaire de ce réseau. Malgré une vigilance accrue des autorités de contrôle partout en Europe, des thons piqués avec différents produits chimiques sont régulièrement détectés. Au sein du Food Fraud Network, les fonctionnaires européens voient les alertes sur des fraudes potentielles augmenter année après année. Elles touchent désormais toutes les denrées. Ce qu'on sait de manière certaine, c'est que la fraude alimentaire se développe de manière exponentielle. Et c'est de plus en plus inquiétant. Tout le monde s'alarme de l'ampleur que ça prend. Comment faire face à un tel raz-de-marée? Les fraudeurs jouissent de toutes les facilités qu'offre un monde où la libre circulation des marchandises est la priorité. Tout au long de nos chaînes d'approvisionnement, les responsabilités qui échoient aux industriels sont donc immenses. Les importateurs, les traders, les transformateurs, les grossistes, légalement, tous sont garants de l'authenticité de ce que nous mangeons. Pour cela, ils réalisent chaque année des milliers de tests, appelés autocontrôle. Mais impossible de savoir combien de fraudes sont détectées de cette façon. Les résultats de ces autocontrôles sont tenus dans l'ombre. Il faut savoir que la fraude alimentaire, si les industriels la constatent par des autocontrôles ou sont au courant ou ont relevé ça sur leur chaîne d'approvisionnement, eh bien, ils n'ont absolument aucune obligation de faire remonter l'information aux autorités. Et ça, c'est un vrai problème. Seules les fraudes dangereuses pour la santé doivent obligatoirement être dévoilées aux autorités. Les autres, plus nombreuses, dépendent du bon vouloir des industriels. Les industriels ne rapportent encore pas assez aux autorités compétentes les suspicions de fraude qu'elles font. Il faut bien avoir conscience que l'industrie, ce sont eux qui font le plus de contrôles. Il faudrait améliorer la réglementation européenne pour faire peser des nouvelles obligations sur les industriels. C'est une question de volonté et de courage. De courage, d'indépendance par rapport au lobby, par exemple. D'accepter d'être moins copain-copain avec les grosses multinationales, d'être moins dans la main avec la finance. Donc ça veut dire réellement considérer que la priorité est du côté du consommateur
et pas de l'industriel ou de ceux qui ont les poches pleines. Cette impunité s'étend jusqu'aux représentants des grandes chaînes de distribution. Ils ont eux aussi l'obligation légale de mettre en rayon des denrées conformes à ce qu'elles prétendent être. Mais ils ne sont quasiment jamais poursuivis dans les affaires de fraude alimentaire. Il faudrait que les chaînes de supermarchés soient obligées de faire des tests, soient obligées de montrer patte blanche pour enrayer la fraude. Pourquoi ? Parce que s'ils étaient obligés de faire ces tests et donc de produire les résultats, ils s'exposeraient potentiellement à des sanctions qui seraient catastrophiques et puis une mauvaise publicité. Donc, quelque part, ce cercle serait vertueux. Donc, il faut changer les règles du jeu qui s'imposent à ces acteurs extrêmement puissants. Au terme de notre voyage au cœur des fraudes, nous ne pouvons plus regarder nos aliments de la même façon. Combien d'entre eux sont frelatés sans qu'aucune alerte n'ait été déclenchée? Combien de fraudeurs enrichissons-nous avec nos modes de consommation alimentaires déconnectés des saisons et mondialisés? Personne n'a conscience de l'étendue des fraudes. Et pourtant, une inquiétude diffuse se propage sourdement. Les consommateurs sont de plus en plus inquiets des effets des aliments sur leur santé. En s'attaquant à notre nourriture, des criminels et des professionnels malhonnêtes aggravent ce sentiment de vulnérabilité.